Bienvenue dans Connexion charnelle, le podcast pétillant qui jase de sexe sans détour ni tabou. Moi, c'est Marilyn, je suis guide en connexion charnelle puis ambassadrice du plaisir assumé. Ici, c'est un safe space où on parle de nos désirs, d'intimité, de relations et tout ce qui fait vibrer ton petit monde intérieur. Ce podcast est présenté en collaboration avec Eros et compagnie, ton complice du plaisir et de la découverte. Attache ta tuque avec de la broche puis détache ta brassière. On part ça en grand avec humour, douceur puis un brin de fouet. Prépare-toi à reconnecter avec ton corps, ta sensualité et ta liberté orgasmique. Aujourd'hui, on parle de relations toxiques avec Valérie. On va suivre par son parcours comment elle a vécu une relation toxique, comment elle a fait pour s'en sortir, puis comment elle s'est reconstruite aujourd'hui, puis qu'est-ce que ça lui a apporté tout ça dans sa vie. Donc, bonjour Valérie. Bonjour. Je suis contente d'avoir un beau podcast avec toi aujourd'hui. Avant de commencer, Valérie, je vais juste dire aux auditeurs, aux auditrices que on a 15% de rabais chez Eros et compagnie. Le podcast est présenté en collaboration avec eux, donc Connexion 15, si vous allez sur erosetcompagnie.ca. Puis j'aimerais ça que tu me montres ou que tu me parles de ton jouet préféré, toi, chez Eros. Moi, le jouet que j'ai toujours recommandé à tout le monde pour elle, c'est le J-Pop. Oui, parce que, premièrement, stimuler son point G tout seul, puis avoir un orgasme, c'est un petit peu difficile avec la position qu'il faut avoir pour réussir à le toucher. Ça prend des longs bras. Oui, puis une belle crème dans la fesse, fait que c'est pas vraiment facile. Donc, le J-Pop, premièrement, parce que c'est le seul outil vraiment que c'est facile de se rendre, mais la vraie raison pourquoi moi, le J-Pop, c'est vraiment le jouet que je recommande le plus et aussi que je m'en ai fait tatouer. Pour vrai? Ouais, pour vrai, j'ai vraiment le J-Pop sur le poignet. Oui! C'est vraiment le seul jouet qui, à mes yeux, si tu ne connais pas ton corps, si tu ne sais pas comment il fonctionne, si tu n'es pas à l'écoute de tes sensations, il ne fonctionnera pas. C'est le seul jouet qu'on ne peut pas déléguer sa sexualité puis qui est vraiment un outil. Donc, vraiment un outil pour pouvoir se rendre, qui est optimal pour pouvoir aller chercher l'orgasme, mais qui il va pas le faire à ta place. Si tu n'es pas à l'écoute de toi, si tu prends pas le temps de vraiment vouloir sentir tes sensations, développer ton corps pour de vrai, il ne fonctionnera pas. Mais quand tu prends le temps d'être vraiment à l'écoute, ben là, ça devient ton meilleur ami parce que ça devient la rallonge de ta main. Exact. Fait que oui, c'est vraiment, c'est le J-Pop. Vraiment pour la conscience et la connexion au corps que vient rechercher ce jouet-là, J-Pop. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je n'ai essayé beaucoup de jouets, puis depuis le J-Pop, je suis frileuse à essayer d'autres jouets qui vibrent pour le point G. La vibration va engourdir le point G. C'est pas exact. Ce qui va stimuler, c'est pas ce qui va le développer. C'est pas un point G, plus qui est stimulé, plus qui est stimulable. La vibration ne va pas le rendre plus stimulable. Il va le rendre encore plus capricieux. Exact. Il va être engourdi. C'est ça. Dans le J-Pop, vu sa forme, puis le fait qu'on ne ressent pas dans l'entrée vaginale, ben, ça fait vraiment que ben, sa sensation est optimale. Vraiment optimale. Okay. Voilà. Ben, merci pour ta suggestion jouissante. Toi, Valérie, dans le fond, tu as déjà travaillé pour les boutiques Eros. Tu es encore ambassadrice pour Eros et compagnie. Puis, tu es aussi maintenant coach en sexothérapie. Est-ce que tu veux me parler de ça un petit peu avant qu'on rentre dans ton histoire? Ben oui, dans le fond, moi, j'ai été 3 ans gestionnaire chez Eros, fait que je suis en gestionnaire. Ça fait 8 ans que je fais des présentations en domicile. Justement, je fête mes 8 ans le mi-septembre. Wow, bon anniversaire! Merci! Ça fait 15 ans, dans le fond, moi, que je suis dans le monde des produits érotiques. Puis si on compte toutes les lectures par avant, là, on parle, ça fait quasiment presque 20 ans que c'est vraiment c'est ma passion, tout ce qui touche la sexualité, le fonctionnement, tout ça. Puis justement, c'est ça. Aujourd'hui, je me suis lancée au niveau coach en sexothérapie pour aller vraiment aider les gens à les reconnecter avec leur amour de soi. Vraiment l'amour de soi, aller ralentir la performance, véhiculer aussi le message que ce qu'on vit dans notre sexualité, c'est ce qu'on met en place dans notre quotidien.
Fait que si tu veux plus de légèreté dans ton quotidien, mais il faut rajouter de la légèreté dans sa sexualité, mais comment qu'on fait ça? Donc, puis suite aussi à mes histoires de violence, comment reconstruire ton image aussi après ces événements-là, puis te donner assez d'amour pour t'auto-suffire, pour plus revenir dans ces genres de relations-là. Fait que vraiment, mon cheminement m'a mené à devenir sexothérapeute, puis c'est ma thérapeute qui m'a poussée à dire « Go, vas-y, il faut que tu le fasses. » Fait que voilà un peu vite fait mon parcours. Ben écoute, je suis vraiment contente de savoir ça. Puis aujourd'hui, on te reçoit parce que tu as vécu une histoire particulière, même, je dirais, rocambolesque. On pourrait faire un film, je pense, avec les grandes lignes que tu m'as données. J'ai l'impression qu'on pourrait faire un film avec ça. Fait que j'ai hâte de t'entendre. J'en ai oublié. Oui, C'est sûr, j'en ai oublié dans ce que tu as mentionné. C'est ça le pire. Là. Ben, j'imagine, mais de toute façon, on va en parler aujourd'hui. Puis, mon objectif aujourd'hui de te recevoir pour ça, c'est vraiment de pouvoir faire prendre conscience à nos auditeurs, à nos auditrices, que des fois, on est dans une relation toxique, puis on s'en aperçoit pas parce que c'est de la toxicité silencieuse, comme tu me disais tantôt. Puis si ton histoire peut aider ces personnes-là à voir les red flags et à prendre action pour se libérer de ces relations toxiques-là, ben mon objectif, il va être vraiment réussi. Fait que raconte-moi, Valérie, cette histoire d'amour qui est devenue un enfer finalement pour toi. OK, ben écoute, par commencer, au début, ça commence comme n'importe quelle histoire d'aujourd'hui, là, que ça commence un peu avec les sites de rencontres, qu'on fouille, qu'on veut bien, puis on partit les discussions avec lui, puis le pire, c'est qu'à ce moment-là, j'aurais dû être à l'écoute des signes, genre les bugs technologiques qui ont fait que mon cell a crashé out of nowhere, puis que j'étais plus capable d'y parler, puis j'étais comme « Mais non, je vais parler! » Tu sais, avec le détachement, je me disais « Oh mon Dieu, le bug technologique est un signe en tant que tel. » là. Mais, tu sais, j'ai commencé à y parler, on a commencé, on s'est dit « On va se rencontrer. » Donc, on s'est dit, on va aller faire une promenade en auto. On va, tu sais, comme ça, au moins, c'est quelque chose, je peux aller leur déposer, ou en tout cas. Fait que j'ai été passer la soirée avec lui, ça a bien été, je l'ai ramené chez moi, j'ose, parle, prends un verre, tout va bien, puis tout ça. Puis, je sais même pas par recommencer tellement il y a quelque chose à dire sur cette histoire-là. Parle-nous, dis-nous qu'est-ce qui a fait que tu es tombée amoureuse de Mais dans le fond, cette c'est femme-là? vraiment les premières fois qu'on s'est vu, c'est que, tu sais, la façon du toucher était similaire. Puis j'avais beaucoup quelque chose en dedans de moi, je pense, qui me disait t'as de quoi à vivre, là. Il y a de quoi qu'il faut que tu vives. Tu sais pas quoi, mais il y a quelque chose qu'il faut que tu vives. Puis c'est vraiment cette voix-là, puis c'est vraiment cet instinct-là qui me disait, genre, faut que tu restes pour l'instant. Faut que tu restes. T'as de quoi à vivre. Puis je pensais que c'était parce que c'était beau, genre. Je pensais que ça allait être pour cette raison-là, parce que ma voix intérieure me disait « vas-y ». Fait que, tu sais, je pense que ça a plus été justement les papillons dans le ventre qu'aujourd'hui, je réalise que le papillon dans le ventre, en réalité, c'est juste de l'angoisse qui parle. Mais, fait que, tu sais, je pense que ça a tout été qu'est-ce qu'on voit comme des signes classiques de l'amour quand on connaît pas un amour sain. Tu sais, quand t'as pas connu l'amour sain, ça a toujours été quand même des relations d'abus. Tu mélanges les signes d'amour sain versus les signes d'amour malsain. Puis je pense que j'ai juste été surtout prise dans ce piège-là de la dépendance affective. Vraiment. Fait qu'est-ce que je suis vraiment tombée en amour? À savoir aujourd'hui, c'est quoi l'amour réellement en couple? C'était pas de l'amour, c'était de la dépendance affective. Puis lui, il avait besoin de sentir qu'il y avait quelqu'un par dépendance. Fait que j'étais pas dans le rôle, mettons, de la dépendante, mais de la codépendante. OK. Fait que vu que j'avais réussi à me sortir de mon rôle de dépendante affective, puis que lui, il n'avait pas compris sa dépendance affective, ben lui, il était le dépendant, puis moi, j'étais sa codépendante. Tu sais, fait que c'est ce qui a fait que je tombe en amour. Fait que c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. C'est beau ce que tu dis parce que on mêle souvent tout ça, hein?
sais, l'attachement, l'amour, la dépendance, Ça fait tu sais, le petit côté, genre, le petit thrill, le petit, genre, il y a de quoi qui me réveille. Mais souvent, on va mélanger justement ce qui nous réveille versus une angoisse silencieuse, l'instinct qui dit comme, attends, là, c'est sûr que t'es à la bonne place, mais vu que ça a l'air positif, on pense que c'est positif. Fait que je pense que ça serait ça, vraiment, les facteurs qui diraient que je suis tombée en amour, je pense que c'est l'inconscience, puis avoir l'impression, je dis bien avoir l'impression, qu'il m'entendait. Mais en réalité, il m'a jamais compris, puis je pense que je l'ai jamais compris moi non plus. T'avais quel âge à ce moment-là, Valérie? J'ai 31. 31, OK. Ouais. Fait que toi, t'étais quand même une femme, tu sais, Oui, accomplie. oui, T'étais pas une jeune fille de 16-17 ans, là, tu sais, c'est ça. 31, ça fait même pas, ça fait 1 an que je suis sortie de là. OK. Ça fait 1 an que je suis sortie de là, puis mon but, c'est pas parler du fils de mon père, du père de mon fils, mais tu sais, le père de mon fils aussi, ça a été une relation quand même assez violente. Mais dans ce cas-là, c'est lui qui, tu sais, mettons, lui, il ressortait ma toxicité, puis moi, je ressortais sa toxicité. Fait qu'on s'est séparés, on est en super bon terme, il n'y a pas de problème, mais le père de mon fils a été de la violence psychologique tout le long, puis je me suis réembarquée aussi dans une violence. Est-ce que tu penses que tu sais, que c'est un pattern pour toi, tu sais? Oh ouais, c'était un pattern. Puis aujourd'hui, parce que j'ai compris ce qui m'appartenait dans cette histoire-là. J'ai compris à quel comportement j'étais confrontée, à quoi je devais guérir. J'ai dû dire je fuis pas, je m'éterne, je mérite pas, c'est terminé, je ferme la porte à ce comportement-là qui m'appartient. Donc, oui, il y a beaucoup de choses qui s'est passé dans cette histoire-là que j'en avais rien à voir, que c'était pas de ma faute, que j'ai pas à me mettre sur le dos. Mais je suis quand même partie en étant capable de me dire, OK, là, j'ai été confrontée à un de mes anciens comportements de dépendance affective à l'extrême. Fait que parfait, je ne le referai plus jamais. OK, j'ai été confrontée à ce miroir-là de moi-même. OK, j'ai été là parce que j'ai été confrontée à moi-même. OK, parfait, j'ai compris maintenant. Fait que, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, si je m'en suis sortie, c'est vraiment parce que j'ai compris ce qui m'appartenait à moi dans cette histoire-là et je ne l'ai pas fui. Je l'ai assumé. Puis, est-ce que tu te souviens du premier signal d'alerte qui aurait dû te faire un petit choc électrique puis dire, tu sais, c'est pas bon, là? Hey, le social, ça a commencé, là, je te dirais, là, si on y va dans les premiers signes d'alerte, là, que ça soit, mettons, il m'appelait pendant qu'il était à sa pause au travail. Puis, tu sais, moi, j'étais avec mes employés, puis mes employés, j'étais vraiment, vraiment très proche, dont une là, qui a vraiment été une de mes amies, qui est encore aujourd'hui une de mes très bonnes amies, puis qui était un grand support là-dedans aussi. Là. Il m'appelait, puis les filles étaient avec moi, puis ben, t'as donc même pas de respect, tu devrais aller plus loin. Là, moi, je te parle, pourquoi les autres te parlent en même temps? Ben, parce que c'est mes employés. Pas compliqué. C'est au travail, là, on s'entend. Là, je suis au travail. Moi, tu m'appelles, je prends ma pause quand que je prends ma pause. J'ai pas de temps de pause. Fait que je peux pas prendre mon temps pour toi. Tu m'appelles, ça se peut que j'aille un client, je le sais pas. Bref. Après ça, pas très longtemps après, là, on parle de quelques jours, j'avais été souper avec justement 2 amis de job. Puis ce soir-là, ben, c'était supposé être juste nous 3. Puis mon amie connaît tout le monde dans la vie. Puis là, il y a de ses amis à elle qui sont arrivés dans ce restaurant-là, mais c'était pas prévu. Elle dit, hey, venez donc vous asseoir avec nous. Ben, nous, pas s'asseoir avec eux autres. Parce que j'étais avec mes amis. Puis quand j'ai raconté ma soirée, ben évidemment, ben, je me suis fait péter une coche comme quoi que c'était planifié, que j'y avais menti, que j'avais préféré passer la soirée avec plein de gars au lieu d'être avec lui. Mais bon, j'étais avec mes amis. Puis même là, j'ai coupé ma soirée en 2 parce qu'on était en train de s'estimer par message. OK. Fait que déjà là, l'apparition des premières chicanes pour des « Ouais, mais t'étais avec d'autres gars. » OK, et tu sais, je suis capable de parler avec... Ça se passe après combien de temps du début de ta relation? 2 semaines et moins. Oh, OK. Ouais. OK. Ouais. Ça part fort.
Ouais, ça a été très rapidement le genre, faut pas que tes amis me parlent, puis ben ben ouais, littéralement, il les a jamais vus. Il les a jamais vus, fait que, tu sais, il fallait pas qu'ils parlent, il fallait pas trop que je leur parle devant lui, sinon, tu sais, ça prenait trop de place, tu sais, fait que ça a commencé vraiment, vraiment tôt. Puis à ce moment-là, là, on est 2 semaines après le début de votre relation. Ouais. Qu'est-ce qui fait que pour toi, c'est pas un red flag, mettons, ce qui se passe, là? Avec la conscience que j'ai aujourd'hui, je te dirais, là, c'est ce qu'on nous a normalisé, hein. C'est ce que la... je parle pas dans mon modèle d'éducation. Je parle vraiment, je pense que dans la vie, quand on parle en général, là, on dirait que c'est ce qu'on nous a normalisé. La jalousie, le côté, tu sais, c'est parce que s'il n'est pas jaloux, il s'en fout. Fait que je pense que comme un peu une éducation sociétale en arrière de ça qui a fait que je l'ai pas vu. Parce que je pensais que c'était normal, mélangé justement avec les dépendances affectives, effectivement, là. Mais je pense qu'il y a vraiment un petit côté, je savais pas c'était quoi. Ben, tu sais, je le savais, mais je le savais pas vraiment à cet extrême-là. Tu le sentais pas comme une menace? Non, parce que comment ça s'était passé, mettons, avec le père de mon fils au niveau de la jalousie, ben ça s'était pas passé de la même façon. Tu sais, au début, c'était plus subtil, c'était plus inquiétant. Tu sais, c'était plus comment je m'inquiète. Tu sais, ah ben là, tu sais, j'étais inquiète parce que justement, tu as passé la soirée avec d'autres personnes. Dans le fond, ça devait être prévu. Tu sais, fait que c'est comme plus véhiculé comme une inquiétude. Fait que du coup, je l'ai pas senti comme quelque chose qui pouvait, à un moment donné, me faire du mal. Je comprends. Fait que là, après ce fameux souper, où est-ce que qu'il dit que tu as menti, puis patati, puis patata, qu'est-ce qui arrive après ça? Ben là, discussion, ça a l'air de se régler. Moi, je me dis, wow, de la communication, wouhou! Puis là, pas très longtemps après, parce que c'est ça, il se passe comme plein de petites affaires, mais tu sais, des petits détails, des petites estinades, tu sais, de la pression pour les orgasmes, vraiment. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, dans le fond, j'ai un peu la mentalité. Je trouve que dans le monde qu'on vit aujourd'hui, la sexualité s'en vient une forme d'intimité la moins intime. Ouais, OK. Puis, dans mon intimité, moi, ça a été une règle pendant très longtemps. Les orgasmes, ça m'appartient. C'est à moi. C'est à moi, je ne le partage pas, ça m'appartient. Et lui, il me mettait de la pression parce que mes orgasmes, je ne les partage pas. OK, parce que lui, il se sentait comme pas impliqué. C'est ça. C'est ce que je peux Fait que là, moi, comprendre. je me mettais de la pression. Ouais, mais là, si t'as pas ton orgasme, ça va être fini, là. Fait que, tu sais, du coup, moi, ça me mettait de la pression. J'étais comme, ah, mais dans le fond, c'est parce qu'il veut mon bien. Ouais, c'est ça, il veut me faire plaisir. C'est ça, mais en réalité, ça respectait pas le fait que pour moi, dans ce temps-là, ma mentalité, c'était, ça m'appartient, c'est mon intimité à moi. Puis je vais te le partager quand je vais te faire confiance. Fait qu'il me mettait beaucoup de pression sur mes orgasmes. Fait que, tu sais, comme des chicanes comme ça, des menaces de ça va être fini. Puis encore là, j'étais encore un peu dans le ben non, pars pas, regarde, on va rectifier ça, c'est correct, la communication, on va en parler, on va trouver une solution. Puis j'ai positivisme. Puis pas longtemps après, justement, ben rentre dans le gros du problème, son histoire de permis de conduire. Qu'il n'y avait pas de permis de conduire. OK? Fait que là, vu que. Il n'y en a pas parce qu'elle n'a jamais eu ou il n'y en a pas parce qu'il l'a Non, perdu? parce que c'était une décision de cours, il devait refaire le cours. Ah, OK, parfait. OK? Fait que là, vu le prix des loyers, ben, j'ai dit, écoute, veux pas, ben, je veux du lousse un peu. Si ça peut t'aider, ben, viens-t'en, viens chez nous, viens payer le loyer avec moi. Comme ça, tu vas pouvoir économiser vraiment beaucoup puis pouvoir payer ton cours en dedans 2-3 mois. Et c'est là que tout a chié. C'est là que tout le compliqué est arrivé parce que c'est là, à partir de là, que ça a mal été. Il a déménagé chez nous en dedans d'1 mois. Là, il a comme commencé à squatter ta vie, si on veut. Squatter, parasiter ma vie, mettons, là,
comme la monopoliser, il m'a volé mon chez nous, il m'a volé mon lit, là, littéralement. Là, il m'a volé ma place chez nous, là, complètement. Là, au point que quand j'ai déménagé, j'ai encore de la misère à me sentir chez nous. Là. Même un an après, là, j'ai encore de la misère parce que je m'étais fait voler mon identité de ma maison, genre. Fait que tout a parti du permis de conduire. Moi, la condition, c'était... Moi, j'ai toujours dit, s'il y a quelque chose qui me plaît pas, puis que tu me montres que tu fais un effort, ce n'est pas à moi de t'imposer la vitesse de l'effort que tu fais. Tant que l'effort est là. Donc, au début, il me montrait des efforts, justement, de vouloir payer son permis. Fait que les 2-3 premiers mois, là, il me payait un loyer. Sur 2 ans. Il me payait un loyer les 2 premiers mois. Mais j'ai dit, OK, puis quand est-ce qu'on va réserver au moins? Tu sais, on va faire le dépôt, on va au moins réserver. Non, il passait tout son argent dans les jeux vidéo, dans les restos, puis m'acheter des cadeaux que je voulais pas. Il disait, mon langage d'amour, c'est pas les cadeaux. Les cadeaux, ça me rend mal à l'aise. J'aime pas ça. J'aime les cadeaux quand ils sont réfléchis, attentionnés, pas pour m'acheter. Fait que, moi, je veux que tu payes ton permis de conduire. Je m'en fous que tu m'achètes des cadeaux, tu comprends? Je m'en fous. Fait que je mettais de la pression de comme, tu vis chez nous pour payer ton permis, ton cours, fais-les. Ouais, mais tu ne me diras pas quoi faire avec mon argent. OK. Fait que là, ça commence à même. Puis la première journée qui est arrivée chez nous avec ses affaires, la seule chose que j'ai trouvé à faire, c'est m'asseoir sur mon lit puis pleurer, à me dire, oh mon Dieu, j'étouffe, qu'est-ce que j'ai fait là? Quelle erreur je viens de faire. Tu sais, je l'ai su tout de suite. Puis j'ai des cartes. Mes cartes, ils me disaient amour impossible, amour impossible, amour impossible, colère, chemin du regret. Puis j'étais comme, ben non, c'est juste des morceaux de papier. Puis à ce moment-là, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble quand il vient habiter chez toi? Un mois. OK. Un mois. Mes cartes me disent amour impossible, je pleure dans mon lit que c'est une erreur qui débarque chez nous. Un mois. Ouais, c'est ça. Ça a commencé vraiment... C'est très décousu, mon affaire, parce que justement, il s'est tellement passé de choses que j'ai de la misère à le structurer dans ma tête, tu sais. Vraiment beaucoup, là. Mais c'est ça. Fait que... rapidement des désaccords et tout ça. Puis peut-être 3 mois après le déménagement, j'ai dit finalement, non, tu sais, je suis pas bien. Tu sais, si tu veux qu'on sauve cette relation-là, il va falloir que tu partes. Parce que comme ça va nous tuer. Là. Ça part pas bien. Là, OK? Vraiment pas bien. Je suis pas une personne anxieuse. Je me mets à faire des crises d'anxiété. Et si je me mets à suffoquer, ça avait juste pas de sens, là. Fait que j'ai demandé de commencer à quitter. Puis, à partir de là, j'ai dit, ben écoute, pour t'aider à quitter, paye-moi pas de loyer. Ce que tu fais, ben mets-les de côté, puis tu vas pouvoir partir. Erreur numéro 50. Dans 2 mois. À partir de ce moment-là, il ne m'a plus jamais payé 1 cent de loyer. Il n'a jamais payé 1 cent d'hydro, 1 cent d'Internet. Il a payé peut-être en 2 ans 200 pièces de gaz sur le fait que je devais le lifter pour aller travailler tous les matins. Donc, moi, j'habitais à Napierville, je devais aller le porter à Longueuil, puis je devais aller travailler à Châteauguay. Et le soir, je devais partir de Châteauguay, aller à Longueuil, revenir à Napierville. Donc, je me tapais à peu près 4 heures de route par jour. Ça n'a aucun sens. Fait que j'étais comme là, ça marche pas, là, va falloir que tu quittes, là, parce que moi, je commence à paniquer en dedans de moi de pogner du trafic, arriver en retard, me faire menacer par ma job que je suis tout le temps en retard, qu'à un moment donné, ils n'auront pas le choix de me faire des conséquences. Et lui, je lui demandais, ben tu peux-tu être prête quand j'arrive le matin? Puis il était pas prêt, il était en train de faire son lunch, il était en train de chier, whatever ce que tu veux. Là. Mais n'importe quoi pour pas être prête à l'heure qu'il fallait qu'il soit prête. Fait qu'il me mettait en retard, il me mettait dans le trafic parce que moi, le matin, je devais partir à 6h45 pour aller porter mon fils à la garderie aussi, là.
Ouais, c'est ça, exact. J'avais porté mon fils à la garderie aussi. Je disais, il faut que tu sois prête à telle heure, sinon on va être en retard. Il n'était jamais prêt à l'heure. Il nous mettait en retard. Puis après ça, il me disait que c'est de ma faute si j'étais en retard. C'est pas de ma faute. T'es pas prête le matin. Fait que. T'as jamais tenté de le laisser là dans le sens, puis d'aller faire ta journée? Les menaces. OK. Menaces. Ouais, si tu fais ça, tu vas voir. Le vite de même, je ne pourrais pas dire, là, mais tu sais, en 2 ans, moi, il m'avait convaincu qu'il m'avait monté un dossier. Tu sais, à un moment donné, on s'était chicané, je l'avais agrippé de même avec mes ongles, mais tu sais, comme un geste de désespoir, genre un genre de comme « Oh, je t'en ai! » tu sais. Puis mes ongles, ils ont rentré dans la peau, il a pris des photos, comme quoi que j'y faisais moi-même de la violence. Écoute, il me menaçait tout le temps que si je faisais pas ce que lui voulait, il allait faire ça, tu sais. Il me menaçait avec mon enfant, il me menaçait avec ma job, puis il a passé à l'action aussi par rapport à ma job. Fait que j'avais peur. J'avais peur de toutes ces menaces parce que il les faisait. Il y en a qui menacent, puis ils feront jamais rien. Mais lui, il faisait des actions qui me montraient qu'il allait le faire. Il m'envoyait le fait que, mettons, il avait contacté à des PJ pour je sais pas quel, parce que je fume du pot. Il me montrait qu'il avait fait des actions. Fait que moi, je voyais action, menace, tabarnane. Mais dans le fond, j'avais rien fait de mal. Je suis pas une mauvaise maman parce que je fume un joint. Ben, d'autant plus que c'est légal maintenant, là. Il menaçait beaucoup avec des choses minimes. Tandis que lui, il faisait rien d'autre que fumer puis jouer aux jeux vidéo, là. Tu sais, moi, je roule à 3-4 jobs, puis j'aime ça, puis je bouge, puis je fais de la thérapie, puis j'ai des amis, puis... Fait que, il y a ça. Après, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Tes amis, ils te disent quoi à ce moment-là? Mes amis, ils l'aimaient pas. Mes amis, ils l'acceptaient pas. Mes amis, ils étaient comme, je le file pas. C'est pas normal qu'on l'ait pas vu. Hein? C'est pas normal qu'après 4 mois, 4, 5, 6 mois, on l'ait pas vu. Pourquoi on l'a jamais vu? Ben, il veut pas venir aux événements. Les parties, ils refusent de venir. Les événements sociaux, ils refusent. Noël, ils refusent. Tous les événements, tout. Donc, mes amis, ils sont comme, ils veulent rien savoir de nous voir. On essaie de t'appeler, ils veulent pas qu'on soit là. Moi, j'invite plus personne chez moi parce que j'ai honte. J'ai honte du fait que je suis pas bien. J'ai honte du fait d'avoir une loque humaine qui fait juste gamer puis se masturber. Tu sais, qui n'a pas d'ambition à part juste faire ça parce que c'est vraiment juste ça qu'il faisait dans la vie pour vrai. Là. C'est même pas une insulte, c'est vraiment vrai. Tu sais, mes amis étaient comme, mais dans qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Genre, va-t'en. Il veut pas s'en aller, toi, va-t'en. Puis je suis comme, ouais, mais non, mon logement, je l'aime, j'ai confiance envers la bonne volonté des gens. Il va finir par comprendre puis partir. Je comprends que, il a besoin d'aide, je veux l'aider. Fait que le rôle du sauveur sauvé, là. On l'a sauvé de lui-même, tandis que lui, ben, il était heureux d'être dans cet abus-là, puis de se faire vivre sur une maman. Là. C'est littéralement ça. Là. Oui, puis tu sais, ton objectif au départ, quand tu l'as invité à venir vivre chez toi, c'était pour toi avoir plus de lousse, mais ça t'a juste donné plus de responsabilités financières parce que tu le nourrissais, tu faisais... Tu payais tout, là, tu payais son gaz. Quand j'ai arrêté de le nourrir, je pense qu'il a mangé le fond du sac de riz pendant 2 mois. Là. Matin, midi, soir, parce que j'achetais plus de bouffe. Je suis rentrée en rébellion de ménage. J'étais comme, pourquoi je te ferais vivre? Je te nourrirais, puis quand en plus, je te torcherais. Tandis que je travaille, puis toi, tu es sur le BS à la maison. Oh, non! Tu sais, parce que je voulais plus avoir à le faire vivre, mais comme qu'il soit là, qu'il soit pas là, mon loyer, il faut qu'il soit payé, là. Parce qu'il a arrêté de travailler entre-temps? Ah oui, il a arrêté de travailler pendant 1 an et demi. 1 an et demi de temps qu'il n'a pas travaillé. Mais moi, qu'il soit là, qu'il soit pas là, faut que je paye mon loyer. Mais là,
Puis là, plus tard dans l'histoire, ben, j'ai plus accès à mon lit, j'ai plus accès à mon salon, j'ai plus accès à ma cuisine, j'ai plus accès à mon chez-nous, mais il faut que je paye le loyer pareil, parce que sinon, mon enfant, il n'y a plus de lit, il n'y a plus de chambre. Mm-hmm. Là, quand tu dis que tu n'as plus accès à ton lit, c'est au figuré ou tu peux même pas aller dormir dans ta chambre? Hey, je suis vraiment désolée, je suis vraiment pas bonne pour raconter mon histoire. On dirait que comme arriver maintenant, la raconter, structurer, c'est vraiment pas facile tellement qu'il y a d'éléments là-dedans. Là. Non, plus accès à mon lit. Puis ça a été vers la fin. Je me disais, je veux plus, là, je suis tannée. Là. Ça fait 4 fois que je te donne des ultimatums de tu dois partir avant telle date. Puis la date arrive, puis il me raccroche les cadres de ses murs. OK. Genre vraiment un signe de tu veux que je m'en aille, ben mange la merde, je partirai pas. Fait que à un moment donné. C'est quoi ton sentiment à ce moment-là? C'est quoi qui te traverse l'esprit? T'as-tu. À ce moment-là, je panique, la panique. Pour vrai, j'ai pas été capable de rien faire d'autre que paniquer, pleurer, suffoquer, puis genre j'ai appelé ma meilleure amie, j'ai dit c'est normal qu'en ce moment je suis en train de comme je suis tellement fâchée, j'ai le shake, j'ai la misère à me tenir debout, là, je respire plus, là, c'est normal. Elle était comme, ben oui, c'est normal que tu capotes de même. Mais oui, dès qu'il arrivait à sa date, là, il défaisait ses boîtes. Il défaisait les boîtes quand il arrivait la date, qu'il devait partir. Okay. Ouais. Puis, je dis ça comme ça, là, tu sais, moi, dans mon esprit, avec ma vision extérieure de ton histoire, je suis pas à l'intérieur, j'ai pas les émotions qui sont reliées à ça. Ça t'a pas tenté de juste mettre toutes ces affaires dehors puis de changer serrure, mettons, ou ça faisait plus t'étais pas rendu là? Ça faisait plus de 6 mois qu'il était chez moi. Légalement, je n'avais plus le droit de rien faire. Je devais passer par la régie du logement ou passer par des plaintes légales et j'avais pas envie d'amplifier le fait qu'il y avait déjà un dossier criminel. OK. J'avais pas envie. Mon but, c'était pas de le mettre dans le trouble. Mon but, c'était tu sais, à quelque part, s'il est rentré dans ma vie, quand même, j'ai eu de l'affection pour ce gars-là. Là. J'y voulais pas de mal. Mais la régie du logement, elle, après 6 mois, tu peux plus rien faire. T'as pas le droit de mettre quelqu'un dehors après 6 mois. OK, quand même. Je savais pas ça. Non, t'as pas le droit. Même si son nom n'est pas sur le bail, rien du tout. Même si son nom n'est pas sur le bail parce que son adresse postale fait plus de 6 mois, tu n'as pas le droit de rien faire, sauf si tu passes par des lois légales. Et c'est passé par les lois légales, peuvent prendre plus d'1 an. OK. Parce que je l'ai tenté, ça. J'ai appelé la SQ, ils m'ont dit oh, on n'a pas le droit de faire ça. J'ai vraiment tout monté le dossier. Ils m'ont dit non, on n'a pas le droit de faire ça. Et nous, tout ce qu'on peut faire, c'est une supervision pour s'assurer que si tu sors tes affaires, ça se passe bien. Puis cette fois-là, ça s'est tellement mal passé que j'ai dû prendre mon stock puis sortir ça de chez nous. OK. Puis lui, il est resté chez nous bien peinard. C'est moi qui ai dû aller commencer à vivre dans le salon de mes amis pendant des mois jusqu'à temps que mon bail finisse puis que je puisse couper mon bail puis que je puisse partir. Mais je n'avais aucune solution. À moins que je fasse des fausses plaintes. Mais fais une plainte pour violence psychologique. Pour me manipuler avec ces fausses tentatives de suicide. Il n'y a pas. C'est difficile à prouver. C'est ça, c'est difficile à prouver de dire oui, OK, il me manipule avec le suicide depuis des mois. Il fait exprès de s'accrocher une corde dans le cou juste à côté de mon enfant pour que j'aille le décrocher. Ben, l'enfant ne l'a pas vu, mais moi, je sais que mon enfant n'était pas loin et que c'est moi qui vivais. Tu sais, il s'assurait, mettons, une nuit, là, mon enfant dormait, puis il est sorti, et puis il disait, il m'appelait, le grelottant, il était comme, moi, je suis en train de me laisser geler dans la rivière, tu me trouveras pas, demain matin, je vais être mort, puis moi, j'ai fait venir une intervention policière, il faut le retrouver, il faut qu'il soit en sécurité. Fait que, tu sais, c'est quand même tout moi qui ai coordonné ça, mais tu sais, qu'il y a du délai aussi avec ces fausses tentatives de suicide. Avec le fait que quand que j'ai dû arrêter de dormir dans mon lit, que j'ai dû commencer à dormir par terre, bien, la nuit, je l'entendais aiguiser des couteaux. Fait que moi, je me demandais si j'allais pas me laver le lendemain matin puis j'allais pas avoir un gars ensanglanté dans mon salon. Parce que tu as déjà eu peur pour ta sécurité à toi puis celle de ton enfant? Pas la mienne. OK. Pas la mienne. Me crier après. Ben, pas la mienne physiquement.
La mienne, physiquement, non. Par rapport à ces menaces, l'idée de détruire ma vie et ma réputation, oui, j'ai eu peur. Mais par rapport à ma sécurité physique, non. Mon enfant, non plus, parce que je pense qu'il est arrivé à un stade où est-ce qu'il était plus en amour avec mon fils qu'il était avec moi. Fait qu'il faisait tout pour me garder pour mon fils. Pour garder mon fils près de lui. Fait que, ouais. Puis, tu sais, si on revient, mettons, à ta question de tantôt par rapport à mon lit, vu qu'à chaque fois que je mettais justement la date limite, puis qu'arrivait la date, ben, il faisait tout pour me revoir. Ah, il revenait tout doux. Ah, ben oui, garde, j'ai appelé l'école pour faire mon cours. Donc là, il me montrait, j'ai fait des actions. Des actions, mais ça compte. J'ai fait une action. Ah, ben parfait, garde, c'est correct. On peut te laisser une chance. Si tu montres que, OK, tu as compris, tu fais des actions, OK, parfait. Fait qu'il réussit tout le temps à me revoir demain. Puis là, à un moment donné, je me suis tannée. Parce que il a attrapé la gale. OK. Puis quand il a attrapé la gale, il m'a dit que, évidemment, les démos, c'est un prétexte pour aller voir ailleurs, puis que s'il avait attrapé la gale, c'était moi qui lui avais transmis à cause du pot à pot avec quelqu'un d'autre. Là, je suis comme, OK, je comprends que ça s'attrape comme ça. Mais moi, je n'ai rien fait de ça, là. Quand je vais travailler, je vais travailler pour vrai, là. Fait que puis t'as pas la gale. Mais j'ai pas plus la gale. J'ai jamais eu. Je l'ai jamais eu. Fait que, techniquement, il s'est frotté sur quelqu'un qui avait la gale, puis toi, tu l'as pas. Ben, sûrement, parce que j'ai retrouvé des cheveux noirs dans ma douche. J'ai-tu l'air d'avoir les cheveux noirs? Pas en tout. Fait que moi, je soupçonne que oui, il faisait rentrer des filles dans mon logement, puis qui couchait avec des filles dans mon lit, tandis que moi, j'allais dormir là-dedans. En tout cas. Puis, c'est ça. Fait que quand il a attrapé la gale, moi, j'ai fait... Ça me dérangeait pas au début de dormir avec lui. J'étais comme, OK, je vais te supporter. Là, quand je me suis fait dire là, que c'était clairement de ma faute, là, puis que ça faisait 2 jours de temps qu'il m'expliquait tout, puis que là, Mané, il est comme, là, il faut que tu lises les instructions des crèmes. Je suis comme, oui, mais c'est parce que ça fait 3 jours que tu m'en parles, là, j'ai compris, là. Non, tu t'en fous de moi. Là, j'ai fait, OK, regarde, tu sais quoi, c'est assez. Je suis tannée. Genre, je suis vraiment tannée. Puis, au début, j'essayais de retourner dormir dans mon lit parce que c'était mon lit, crème. Puis non, quand j'essayais de dormir dans mon lit, il ouvrait la lumière en plein milieu de la nuit, il enlevait la couverte, puis il était comme, si tu sors pas du lit, je drop le lit. OK. Fait que là, j'étais comme, OK. Puis quand il n'y avait pas cette bulle-là d'agressivité de comme vouloir juste me pitcher en bas du lit, ben là, il essayait de me toucher. Il essayait qu'on recouche ensemble. Non, man. Fait que dès que j'essayais de me dire, je vais aller dormir dans mon lit parce que, crème, je dors sur un matelas. Tu sais, là, les morceaux de casse-tête pour enfants pour faire des piles de voiture, là. Ben, c'était ça que je dormais. Je me faisais une pile de couvertes puis je dormais là-dessus. Fait que là, à un moment donné, je suis comme, OK, mais j'aimerais ça retourner dans mon lit. Mais dès que j'y retournais, il pensait qu'il va me toucher. Non. Fait que j'ai fait, ben, regarde, tu sais quoi, je vais être obligée de partager un lit format toddler avec mon fils. Je vais dormir à terre. Je vais aller dormir chez mes parents, chez mes amis, name it. Je vais vivre dans mes valises, mais je t'approche plus. Tes parents, à ce moment-là, ta famille, ils vivent ça comment? Est-ce qu'ils disent, voyons, Valérie, ça n'a pas de bon sens? Est-ce que... Oui. Sont évidemment révoltés. Heureusement, ils me font confiance, ils connaissent ma force, ils savent que je suis quelqu'un qui a besoin de le vivre pour comprendre, malheureusement. Ben, heureusement, quand même, parce qu'au moins, ça amène des vrais beaux apprentissages en connaissance de cause. Mais ils ont été très soutenants. Ils n'ont pas été dans le jugement, mais leur haine envers lui, par exemple, elle est probablement plus présente que la mienne. Il y en a que c'est correct, c'est fait, c'est passé, mais il y en a que quand on le répète, on en reparle, là, ça se réveille assez vite. Ça devient émotif. Oui, puis je le ressens, puis c'est correct. Mais non, c'était pas... Puis, tu sais, mettons, là, je partais pour le chalet Eros.
qui est notre chalet annuel. J'avais travaillé super fort pour atteindre mon palier de voyage. Ben, juste avant que je parte au chalet, en tout cas, je te souhaite vraiment de ne pas l'avoir parce que, genre, tu le mérites pas. OK, fait que là, genre, tu me dis là, que j'ai travaillé super fort, puis au moment où je m'en vais pour tel événement, tu viens de me péter la bulle. Il était méchant. Ouais, à un moment donné, il fallait Noël, hein? Faut être là, faut souper Noël, faut qu'on arrive à une telle heure. J'ai dit, il faut qu'on aille à Québec, il faut qu'on parte à maximum 1 heure. À 1 heure, il n'y a pas de sac de fête, il n'est pas lavé, il n'est pas prêt, puis il me dit qu'il est prêt dans 2 heures. Je suis comme, non, il faut qu'on parte maintenant. Il dit, ben, va-t'en tout seul. Je suis comme, mais parfait, il faut que je parte. Je m'en vais tout seul. Pendant 3 jours de temps, parce que c'était le temps de Noël, ben, je me suis fait dire à quel point que j'étais une chienne, puis que j'étais ici parce que je l'avais abandonné à Noël. Mais c'est pas moi qui l'ai abandonné, c'est lui qui m'avait abandonné à ce moment-là. Mm-hmm. C'est toi, lui. tu vis ça comment? Tu vis ça comment qu'il soit méchant comme ça avec toi, qui... Dans mes années de thérapie, j'ai appris à me dire « Regarde au second degré ». Fait que j'essayais tout le temps de dire que sa méchanceté, c'était un second degré, que c'était de la tristesse, que c'était de la colère, que c'était justifiable, que, genre, il était blessé parce qu'on s'était mal compris. Tu sais, fait que j'essayais tout le temps de justifier ses méchancetés par des explications de comme « Ah, mais c'est son traumatisme, tu sais, le second degré. » Tu sais, c'est pas voir. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, là, puis que tu n'es plus dans cette relation-là, fait que tu n'es plus impliqué émotionnellement, là, est-ce qu'aujourd'hui, comment tu vois ça? Parce que moi, moi, je veux bien comprendre que quelqu'un a un vécu, qui a ses propres blessures, puis son bagage. Il y a des limites. Ça, je veux comprendre ça. Mais est-ce que ça donne le droit à cette personne-là de te détruire? Non. Non. Tu sais, dans ce temps-là, j'étais comme « Ah, non. Aujourd'hui, non. Non. Mon chum, aujourd'hui, là, il y a une fois, là, il m'est arrivé, il m'a dit de quoi, je suis comme « Hey, c'est un peu raide ton affaire, là, je comprends que c'est un traumatisme, mais c'est pas à moi que tu parles. » Puis là, il m'a regardé, il a fait « Ah, ben c'est vrai, t'as raison, j'étais pas correct. » Je suis comme « Merci de t'excuser, parce que j'ai rien à voir avec ce que tu viens de me partager. » Tu sais, aujourd'hui, non. Tu sais, les traumatismes vont peut-être expliquer une impulsivité, une réaction. Mais après ça, ce que tu en fais, c'est ça qui devrait être plus important. C'est comme gère-toi, là. C'est ça. Tu sais, c'est pas justifiable. Mm-hmm. Tu sais, il y a des choses qui sont justifiables, mais il y a des choses qui non. Puis, tu sais, je pense que ça paraît par l'intention, mais c'est dur de voir. C'est tellement dur de voir pendant qu'on est dedans, là. Je pense que vraiment, c'est ça ce qui fait la différence, c'est quand tu arrives à voir à quoi tu es projeté. Mm-hmm. Quand tu arrives à voir à quoi tu es projeté, au comportement à quoi tu es projeté, au miroir que tu es projeté, ben c'est là que tu réussis à voir que comme il y a de quoi qui va pas, là. C'est quand on arrête de vivre justement dans l'inconscient, dans le « Ah, ça doit être normal. » Non. Dès que tu te demandes si c'est normal, c'est pas normal. Mm-hmm. Oui, parce qu'en partant, si tu te demandes si c'est normal, c'est parce que pour toi, ça ne l'est pas. Ça ne fait pas partie de tes valeurs, ça ne fait pas partie de ta vision d'une relation. Donc, tu sais, c'est surtout rendu à l'âge que tu avais. Tu sais, je veux dire, c'est pas comme une première relation où tout est nouveau. Puis, mettons, là, si on va vers la fin de cette relation-là, est-ce que comment tu as fini par t'en débarrasser, en fait? C'est aussi simple que ça, la question. Hey, j'ai réussi à m'en débarrasser. Dans le fond, c'est ça, j'ai coupé mon bail. Même s'il me disait, t'es en train de me mettre à la rue, même s'il m'avait fait 50 plaintes chez Ross puis qu'il faisait tout pour me faire perdre ma job. Mais il faisait quoi comme plainte chez Ross? Ah, il m'a fait une 50aine de plaintes. Dans le fond, ce qu'il faisait, là, c'est qu'à un moment donné, je vais être humble, je vais être vrai, là. De toute façon, ça fait plus de 2 ans, ça fait plus de 3 ans de ça, là. Fait que il y a une fille, elle rentre en magasin, puis elle me faisait peur. Elle me faisait peur parce que c'était pas bon. OK, je suis désolée, je m'excuse. Mais là, moi, je pensais que je pouvais y faire confiance. Fait que, puis moi, je suis quelqu'un qui exagère, tu sais.
OK? Je suis un petit peu dans l'application, puis dans le... je suis très expressive. Fait que j'ai exagéré mes termes. Mais je pensais que je pouvais faire confiance de lui. Il a pris tous des screenshots à ça. Il les a publiés, ses pages de la compagnie. Comme quoi que leur gérant traitait les clients comme ça. Mais c'est arrivé une fois, là. Puis, tu sais, toi, tu partageais une expérience personnelle que tu as vécue pendant ta journée. Exactement. Fait que qui n'a pas rapport avec comment tu traites ta clientèle, en fait. Exactement, parce que je suis loin d'agir comme ça avec mes clients. Je suis très, très, très professionnelle. Là. Puis, fait que là, lui, il s'est mis à publier ça. Puis là, quand le service client, il a fait, ben, tu sais, je pense qu'il y a un abus de confiance ici. On va pas prendre la plante en considération. On connaît très bien Val. On la connaît très bien, puis c'est pas son genre. Je pense que comme vraiment, il y a un bris de confiance. Fait qu'ils l'ont pas pris en considération parce qu'ils savaient que j'étais dans une situation pas facile. Et là, après ça, en tout cas, il est allé chercher mon téléphone pendant que je dormais. Il a pris ma main pendant que je dormais pour rentrer dans mon téléphone pendant que je dormais. Et il est allé prendre des screenshots des affaires, justement, de cette situation-là que je parlais avec de mes amis, que j'étais outrée, puis il était comme, ah, t'inquiète pas, tu sais, service client est en arrière de toi, parce qu'ils savent qu'est-ce que t'es, puis ils savent que t'es pas comme ça, tu sais, puis c'est exceptionnel. Ben, il a été prendre tous les screenshots de ça, et là, il a tout été publié sur Facebook, au complet. OK. OK? Puis, sur tous les posts. Fait que là, l'administration, eux autres, étaient en arrière, puis ils voulaient me protéger parce qu'ils savaient que je vivais de la violence. Puis il ne pouvait pas rien faire. Fait que là, il était en arrière, puis il effaçait. Puis le lendemain, ils m'ont convoqué pour me dire, ben, je pense que tu vis de la violence conjugale, tu devrais peut-être te faire affaire avec un organisme. Fait qu'Eros a été super de mon côté, par exemple, parce que j'avais avisé mes boss. Je leur avais avisé ce qui se passait. Je les avais tenus au courant. Je leur avais dit qu'ils faisaient tout pour monter des dossiers contre moi, que ça soit dans toutes les sphères de ma vie. Fait qu'ils m'avaient protégée parce que je leur en avais parlé. Puis j'avais été puis je leur ai dit, regarde, il est arrivé ça. Regarde, qu'est-ce que tu veux, je te dis. La fille, elle me fait peur. Tu sais. Oui, puis c'est important, je pense, tu sais, dans une situation comme la tienne, justement, où est-ce que quelqu'un essaie de prendre le contrôle de ta vie, tout ça, d'aviser justement les gens que tu côtoies, tes boss, peu importe, tu sais, parce que si ces personnes-là ne sont pas au courant de ce que tu vis, malheureusement, c'est ça là pourrait que ça se tourner contre moi, exactement. Exactement, tu sais. Aussi, il a essayé, parce qu'à un moment donné, tu sais, dans le gros bout de COVID, qu'on recommençait à faire des démos, tout le monde autour de moi l'avait pogné. Mais pas moi. Moi, j'ai le test, il était négatif. Puis le sien, il a tombé positif. J'arrivais à ma démo. La fille, ça faisait 2 ans qu'on essayait de booker sa date. Mais mes dates ne fitaient pas avec les siennes, mais c'est moi qui la voulais. Fait que ça faisait 2 ans qu'on essayait d'avoir sa démo. Puis maintenant, j'ai la main sur la poignée. Fait que là, je suis comme, mais j'ai pas le choix, il faut que j'y aille pareil. Je suis rendue, là, ça fait 2 ans. Là. Une année, il faut que je la fasse. Oui, puis c'est pas toi qui testes positif. C'est ça. Et là, c'est mis. Ben, tu sais, moi, j'en ai pas parlé là-bas. Là. Je voulais pas alarmer les gens. Le but, c'était pas de les faire paniquer, mais moi, je n'étais pas concernée directement. Et là, ben là, justement, d'autres plaintes. Ah, mais là, je suis testée positif, c'est une menteuse, elle fait tout pour contaminer vos clients. Puis, tu sais, fait que j'étais comme, man. Il a vraiment tout fait pour me faire perdre ma réputation dans la compagnie. Là. Vraiment, 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 vraiment. Mais à quel point ces personnes-là, je ne sais même pas comment le nommer, tu sais, à quel point ils peuvent te détester pour autant vouloir scraper ce que tu as. C'est le désespoir, hein. Parce que quand me détester que j'ai fait de mal, j'ai tenu mon bout, puis j'ai dit que je voulais plus qu'il soit dans ma vie, puis j'ai essayé de l'aider pareil, que j'ai fait de mal. Il y a peut-être des fois, oui, j'ai perdu la pédale parce qu'il me menait à des places que je voulais plus aller. Il est allé... N'importe qui écoute aujourd'hui, Valérie, je te dis consciemment, ben, c'est clair, là, qui te fait péter une note, là, à un moment donné, là, je veux dire, il pousse pas mal, là. Ben, puis, tu sais, c'est sur des affaires, tu sais, puis, tu sais, des commentaires du genre, demande-toi pas pourquoi ta famille a déménagé aussi loin, c'est parce qu'il y a personne qui est capable de t'aimer, tu fais chier tout le monde. OK, moi, j'essaie de t'aider, là.
Puis lui, pendant tout ce temps-là, y a-tu des amis? Y a-tu de la famille? Non, OK. ça, je dis le désespoir, parce que moi, j'ai de la famille, moi, j'ai des amis, j'ai une équipe, j'avais une équipe, tu sais, mes employés, j'étais très proche, ils me soutenaient beaucoup. Ça a vraiment été mes employés qui ont été là, qui m'ont ramassé, qui m'ont aidé, qui m'ont comme donné le courage, que quand j'avais pas la force, pour vrai, normalement, ça doit être le contraire, mais mes employés ont été super présents. Fait que, tu sais, j'avais mes employés, j'avais ma famille, j'avais mes amis, j'avais mon enfant. Mais lui, il a toujours voulu avoir un enfant, il n'y en a pas. Sa famille, il n'est pas proche, il n'a pas d'amis. Tout ce qu'il a, c'est ses jeux vidéo. Genre la Switch à bitch, là, mais c'est aussi bien qu'il n'engendre pas de progéniture, là, cette personne-là. Là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, je pense pas que ça peut être. C'est pas une personne équilibrée qui devrait avoir des enfants, là, je suis désolée. Je pense qu'il y a vraiment un désespoir là-dedans. Là. Est-ce que c'est moi qui détestais? Non. Est-ce que c'est de la jalousie face à ce que j'ai créé autour de moi, par exemple? Probablement, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir ça a été quoi, lui, son élément déclencheur que je l'ai repoussé. Le fait que j'acceptais pas ses cadeaux, parce que pour moi, c'était pas ça. Pour moi, c'est pas cadeau, c'est pas me montrer que tu m'écoutes, là. Toi, tu voulais qu'ils se prennent en main, qu'ils s'autonomisent, puis que vous puissiez bâtir quelque chose ensemble. Exactement, créer quelque chose de réel, pas ça. Moi, je m'en fous que tu joues à des jeux vidéo, mais pas selon l'abus. Là, aujourd'hui, je commande mon chum une chance qu'il ne touche pas à ça, une chance qu'il ne touche pas du tout aux jeux vidéo, parce qu'aujourd'hui, c'est un non catégorique, pas de jeux vidéo, parce que ça m'a traumatisé de voir une personne autant tout détruire sa vie lui-même, puis rien faire d'autre que de jouer aux jeux vidéo de 9h du matin à 6h du matin, puis juste dormir 3 heures par jour. Ça m'a traumatisé. Non, c'est ça, tu sais, c'est parce que c'est allé trop loin. Puis là, dans le fond, là, tu m'as dit tantôt, tu as fini par casser ton bail pour t'en aller. Ouais. Fait que, est-ce que c'est là que tout s'est terminé, puis merci, bonsoir, ou comment ça s'est passé? Parce que je voulais bien faire les choses. Pour moi, c'est important de bien faire les choses. Fait que, tu sais, mon propriétaire, je l'ai avisé, OK, ben garde, je vais partir pour le mois de juillet, je vais pas te couper le bail, je vais finir mon bail. Fait que, mais le logement, ce que je fais actuellement, lui, je l'ai pris en juin. Fait que le mois de juin, j'ai été obligée de le payer en double parce que lui, sinon, il se ramassait à la rue puis qu'il me disait, ben je vais partir quand je vais partir. Ben, je disais, ben jusqu'à juillet. Fait que ça a été tout le long, ça. Puis après ça, ben là, quand le bail était fini, mais non, il ne pouvait pas juste déménager. Non. Il m'a laissé toutes les affaires qu'il ne voulait plus, que moi, je devais jeter. Il a fait aucun ménage. Son chat avait pissé partout. J'ai dû tout nettoyer. Ses mouchoirs de sperme partout chez nous que j'ai dû nettoyer. Il n'y avait rien de ramassé. Rien, OK? Rien. Fait que, tu sais, il aurait pu au moins passer un coup de balai et me dire « lave les murs », là. OK? Mais non. Mais là, après ça, c'est que lui, il faisait tellement plus rien parce qu'il faisait juste gamer, se masturber puis fumer qu'il a laissé toute la vaisselle là. Puis moi, je refusais de la faire. Je suis comme, pourquoi je te nettoierais en plus de tout ça? Ça n'a pas de sens. Fait que il a laissé tellement la vaisselle là qu'il a fait imbiber le comptoir et là, tout le dessous du comptoir a tout arraché, a tout gonflé et a arraché. Donc, tu penses quoi? Le propriétaire, il m'a facturé le comptoir. Ben, c'est évident. Fait qu'il a fallu que je paye 400 pour le comptoir. Mais là, en plus, quand ça a été l'heure de remettre les clés, il s'est poussé avec mon double de clés d'auto. Puis là, on parle pas d'une clé normale, là, on parle des clés... Ouais. C'est ça. Il s'est poussé avec mes clés d'auto, il s'est poussé avec la clé de la serrure de la porte. Donc, le propriétaire a dit « Ah, je n'ai pas confiance en ce gars-là parce que il a fait assez de problèmes de même depuis qu'il est arrivé. » Donc, ils m'ont chargé en plus la serrure. Fait que là, moi, il a fait, quand je pars, je nettoie la pièce de son chat, ses mouchoirs de masturbation, toute la marde qu'il m'a laissée là, que je paye 600$ pour avoir le droit de partir sans avoir de procédure légale. Puis, il m'a dit, si tu veux récupérer tes clés, ben tu vas fouiller Longueuil. Je suis pas désespérée de même. On va le payer le 200$ à la place, mettons. T'sais. Mais encore là, j'ai été obligée de payer parce que lui, il me disait, ben garde, si tu veux pas le payer, ben tu le suceras.
non, je ferais pas ça. Mais il me disait des choses comme ça. Tu sais, quoi que genre, mais c'est parce que c'est juste la moindre des choses. Tu sais, moi, j'aurais pu l'amener en cours pour tout ce qui s'est passé. Puis honnêtement, je pense que la façon maintenant que je le raconte, c'est vraiment décousu parce que c'est vraiment beaucoup d'informations, beaucoup de choses qui s'est passé. Mais j'aurais pu l'amener en cours, puis j'ai refusé. Ça me servirait à quoi? Il n'y a déjà rien. Je vais y enlever quoi? Je ne vais rien enlever. Il n'y a pas aucune fierté, il n'y a pas de famille, il n'y a pas rien. Que je l'amène en cours, ça va faire quoi? Je vais juste le pousser encore plus au désespoir puis faire encore plus mal à quelqu'un? Non, ça sert à rien. Ouais, puis sans penser à lui, mettons, là. C'est juste toi. Ces procédures-là, ces démarches-là, ça te garde tout le temps dans cette relation-là. Tandis que. Mais encore aujourd'hui, je trouve des traces. Tu sais, à un moment donné, il y a 3 semaines, même pas un mois, j'ai voulu lire un livre. Ben, il m'a arraché des bouquets dans mes pages, dans mes livres. Il m'a arraché des bouquets de pages dans mes livres. Il a arraché ma bibliothèque. Il m'a détruit ma bibliothèque. Et ça, quand j'ai vu ça, là, encore là, j'ai paniqué. Mon réflexe, j'ai lancé mon livre, le livre, par accident. Foncé dans la face à mon chum. Puis là, il m'a regardé et il a fait « Oh! Je pense que ça va pas. Viens pleurer dans mes bras. » Puis j'étais comme « Le tabarnak! » J'étais comme « Je pensais que c'était fini. J'en retrouve encore aujourd'hui. » Je suis comme « Ah! » Mais je pense que la force d'être capable de justement véhiculer ces retours-là au passé puis de faire comme « OK, non, regarde, non, c'est fini. OK, non, regarde. » C'est pas... c'est pas évident, là. Tu sais, surtout, il y a des gens, ils vont se séparer, ils vont me dire « C'est ton difficile, OK? Tu vis où? » Ben, je vis chez nous. Tu dors où? Je dors dans mon lit. Mais c'est pas si pire, finalement. Dis-toi que c'est pas si pire. Tu comprendras une relation qui va mal, mais que tu n'aies même plus un toit sur ta tête, que tu n'es même plus en sécurité chez toi. C'est horrible. Ben, c'est parce qu'en fait, tu t'es fait manipuler autant psychologiquement, financièrement, socialement. Ouais. Il y a eu une emprise sur ta vie. Aujourd'hui, avec le recul, puis qui s'est maintenant terminé, qui ne fait plus partie de ta vie, est-ce que tu te dis... est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé que tes proches disent ou fassent qui aurait pu t'aider? Je pense que mes proches, ma famille ont tout fait. Ce qu'ils auraient pu faire. Ils n'auraient pas pu faire plus. Ils n'auraient pas pu me donner plus. Je pense que ça partait vraiment de moi. Je pense que moi, aussitôt que j'ai compris que je ne méritais pas ça, aussitôt que j'ai compris que j'étais pas ce qu'ils disaient qu'ils étaient, puis quand ma thérapeute, elle me dit, puis c'est vraiment ma thérapeute qui me dit « Val, ça fait des mois que tu plains de cette situation-là, mais tu fais rien, fait qu'au final, tu es autant responsable que tu es en train de t'auto-détruire. » Tu sais, quand tu commences à tomber dans ta responsabilisation personnelle, tu as 10 fois plus d'impact que quand les gens t'en parlent, parce que les gens pourraient dire n'importe quoi. Quand tu veux pas le voir, tu veux pas le voir. Il n'y a rien à faire. Exact. Mais quand tu commences à avoir de ta responsabilisation personnelle, c'est là que la magie se passe. Puis tu sais, aujourd'hui, quelqu'un qui écoute le podcast va peut-être penser justement à des proches, des amis, des connaissances, des collègues de travail, tu sais, qui vivent des situations semblables, puis ils vont peut-être se demander, tu sais, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider à sortir de là, tu sais, parce qu'elle s'enligne dans une histoire pareille comme Valérie. Tu penses-tu que les personnes extérieures peuvent avoir un impact? Les personnes extérieures, la seule chose, tu sais, ouvrir la porte, hein? Parce que là, tu sais aussi ce que je réalise cette semaine, parce que ça, c'est cette semaine que j'ai réalisé ça. Il y a des gens qui m'ont laissé tomber dans cette histoire-là parce que moi, j'ai pris de la distance. Il y a des gens qui m'ont laissé tomber, mais moi, c'est pas à moi d'aller dire « Ah, je suis désolée que tu m'aies laissé tomber, mettons. » Tu comprends? Fait qu'il faut pas laisser tomber la personne qui vit ça. Parce que la journée qu'elle va avoir besoin d'un lit, là, elle va être contente que la première personne qu'elle l'appelle, elle l'accueille.
Notre entourage ne peut pas nous aider quand on ne veut pas être aidé, mais notre entourage peut être présent puis nous rappeler, par exemple, que tu es responsable de ta situation. C'est plate. Ça, là, c'est la phrase la plus poche à se faire dire quand tu es dans la violence conjugale. Mais tu es responsable d'un sens de dire que tu as accepté ça. Je comprends ce que tu veux dire. Tu n'es pas responsable de la violence de l'autre personne, mais tu es responsable du fait que tu acceptes. Tu es responsable d'être resté, puis tu es responsable de t'avoir dit « Ah, mais ça doit être normal. » Déjà là, c'est ton plus gros red flag. Tu te demandes si c'est normal, ça n'est pas normal. Tu te demandes si c'est normal, c'est ton signe, va-t'en. Tu vis des papillons, c'est déjà là. C'est un signe qu'il y a de quoi qui ne va pas. Une relation saine n'a pas de petits papillons dans le ventre, il n'y a pas d'angoisse, ça va. C'est juste facile, c'est juste évident, c'est juste simple. En fait, c'est que tu peux avoir des papillons, mais d'excitation, pas de... Ah, mais pas de la... Tu sais, le genre de petits papillons d'angoisse, là, de genre, ah, j'ai fait, non, c'est pas normal. Si tu peux pas être toi-même, si tu peux pas exploiter, mettons, justement, tu sais, nous, notre sujet, c'est la sexualité. On s'entend. Ben, si, aujourd'hui, moi, ça a été un critère quand j'ai choisi mon partenaire actuel, ben, si je peux pas te parler de mon sujet librement, sans que je me fasse dire, ah, c'est ça, c'est parce que tu as juste envie de te ben, non. C'est pas parce que c'est mon sujet puis que je le maîtrise que je suis reliée à quoi que ce soit, là. Fait que juste être capable de, tu sais, c'est ça. De notre entourage, j'ai rien à faire. Pour vrai, j'aimerais ça qu'il y ait quelque chose à faire de l'entourage, mais tout part de soi. On peut pas être... Pour les personnes de qui, par exemple, tu t'es éloignée, tu sais, pendant ces moments-là, puis là, tu dis, bon, ben, ils m'ont laissé tomber. Ben, comment les... Eux se sont sentis que moi, je les ai laissés tomber, mais en réalité, ils ne savent pas que j'avais honte, que j'avais peur, que j'étais terrorisée. Moi, mais comment on fait en tant que personne extérieure à la situation, puis que, justement, notre ami, notre famille, peu importe, s'éloigne, nous évite pour toutes sortes de raisons, puis on ne comprend pas. Comment on peut faire pour le réaliser, tu sais, parce que comment je faisais ça? Moi, j'ai déjà été dans une situation comme ça avec une amie qui vivait quelque chose de semblable à toi. Puis à un moment donné, j'ai comme juste arrêté, tu sais, arrêté d'être là, arrêté d'être... parce que de toute façon, je me faisais repousser. Sauf que un jour, cette personne-là m'a appelé pour me dire « Hey, je vivais de la violence conjugale. Mon histoire est terminée maintenant. Je me rends compte que, tu sais, je t'ai tassée de ma vie parce que cette personne-là voulait pas que tu sois dans ma vie, tu sais, parce que j'étais beaucoup trop allumée. » Mais tu sais, si cette personne-là, c'est quelqu'un que j'adore, c'est une de mes meilleures amies. Puis on s'est perdu de vue à cause de ça. Puis aujourd'hui, on a repris contact. Mais si cette personne-là m'avait pas repris contact avec moi pour me dire « Hey, je suis désolée d'être sortie de ta vie », probablement qu'on n'aurait pas repris contact aujourd'hui. Tu comprends? Parce que moi, je ne sais pas ce qui se passe, en fait, tu sais, elle m'éloigne de sa vie, elle s'isole, tu sais, j'ai eu beau essayer de faire des démarches, à un moment donné, j'ai juste fait comme, OK, je fais plus rien, ça donne rien parce que j'ai pas de réponse, j'ai pas... poussé aussi en échange, puis c'est toi qui ça crée des émotions négatives, fait que c'est pas mieux. Ben oui, exactement, tu sais, fait que moi, j'ai décidé, en tant que personne, en tant qu'amie, d'y laisser de l'air, puis de dire, ben quand elle reviendra, elle reviendra. Sauf que tantôt, tu as dit quelque chose, tu as fait comme, tu sais, c'est pas à moi d'expliquer, mais je pense que oui. C'est pas à moi de dire, genre, comme, je te pardonne de m'avoir laissé tomber. Genre, j'ai pas. Non, je comprends, mais est-ce que toi, tu te sens j'ai des amis. Dans cette relation-là, là, j'ai une de mes meilleures amies. J'en ai deux. J'ai une de mes meilleures amies, elle m'écrit, elle me dit, Val, j'aimerais ça être là pour toi, là, mais avec qu'est-ce que j'ai de mon côté, c'est trop pour moi. Si t'es pour m'en parler, je pense pas avoir la capacité à te répondre. Fait que j'aimerais ça que le temps que comme tu sois, si tu veux continuer à m'en parler, ben j'aimerais ça que tu arrêtes de me parler pour l'instant. Je n'ai plus la capacité de te soutenir là-dedans.
Elle me l'a dit. Puis c'est correct, puis en étant quand même lucide de ma situation, tu sais, j'étais pas dans l'ignorance, là. J'étais pas dans le déni de dire, ben non, c'est pas... Non, je le savais que j'étais là-dedans. Je la voyais, la violence. Puis j'ai dit, ben, tu sais, toi, tu as le respect de toi, te respecter, de dire, pour moi, c'est trop. Ben moi, je t'aime assez pour te dire que je comprends que c'est trop pour toi. Mm-hmm. Quand ça a été fini, j'ai dit, tu vas être fière, je l'ai fait. Elle m'a dit, Basta, il reste à tenir ton bout. Puis là, je suis là. Parce que là, tu as fait le move. Là, je suis là. Mm-hmm. Mais elle me l'a verbalisé. Puis il y en a là, qui me l'ont dit, là, puis c'est correct. Puis quand ça a été fini, je suis revenue, puis je leur ai dit, bon, mais c'est terminé. Mais ils me l'ont dit clairement. Pour moi, en ce moment, c'est trop. Je peux pas t'accompagner là-dedans. C'est trop pour moi. Moi, j'aime mieux mettre une certaine distance, mais si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Mm-hmm. Mais je peux pas tenir au quotidien, j'y arrive plus. J'ai essayé, j'y arrive plus, tu veux pas m'écouter. Fait que là aussi, en même temps, là, de voir là, que, crème, OK, je suis en train de me faire laisser tomber parce que, genre, j'écoute pas ce que les gens ils me disent, des choses que je sais, parce que je créerais même pas qu'une personne dans la violence ne sait pas qu'elle est dans la violence. On le sait tout, on est dedans. La différence, c'est qu'il y en a qui sont dans le déni. Fait qu'on le sait qu'on est dans la violence. Puis la journée où ce que tu commences à te dire comme, OK, wow, ce que j'ai à perdre en restant là versus ce que j'ai à perdre en quittant, c'est là aussi que tu commences à comprendre que comme tu es en train de tout perdre. Puis la journée où tu comprends que tu as une responsabilité dans le fait que ça perdure. Exactement. Tu sais, tu es reflété un comportement miroir, c'est sûr. Tu sais, il n'y a pas une relation dans une vie que quand tu la rencontres, elle n'est pas alignée à ton besoin du moment. Que ce soit quelque chose à comprendre, que ce soit une manifestation d'une demande, peu importe, d'une leçon à apprendre, il y a toujours une raison, puis cette personne est toujours alignée pour quelque chose. Fait que même si sur le coup, oui, ça peut être de la violence, mais qu'est-ce que toi, tu as à apprendre pour faire en sorte que ça n'arrivera plus jamais? Puis quand tu comprends ce message-là de dire qu'est-ce que moi j'ai fait pour que ça arrive, puis que tu mets un terme réel, énergétiquement, puis volontairement à ce qui t'appartient dans cette histoire-là, ben le cycle, il est fini. Mais ça prend un coup de 2x4 d'en face, par exemple. Oui, ça fait mal le réaliser, mais une fois que tu le réalises réellement, puis que quand la vie te challenge, tu montres que non, j'ai compris, je ne mérite plus ça, ben c'est fini, ça n'arrive plus. Mais l'entourage, elle a été là, puis l'entourage a été la clé là-dedans. Parce que si j'avais été tout seul, si j'avais pas eu les gens qui me disent comme là, tu t'éloignes, puis on s'ennuie, là, ça marche pas, là. J'ai eu autant d'un côté de l'autre. C'est autant les gens qui me disaient comme on s'ennuie, là. Genre, tu nous as laissé tomber, qu'est-ce qui se passe? Autant que ceux qui me disaient là, c'est trop pour moi. J'avais les deux. Puis c'est là aussi, à force de me faire dire les deux côtés de la médaille, j'ai fait comme oh, OK, wow. C'est pas, j'impose ça à beaucoup de gens, puis ça affecte pas juste moi, là. Je comprends. Puis mes enfants aussi là-dedans, là, qui vivaient là-dedans. Là. Puis aujourd'hui, si tu as une cliente, justement, qui vient te voir puis qui vit une situation similaire, comment tu vas aborder la question avec elle? Il y a tellement d'angles qu'on peut aborder là-dedans. T'sais, l'origine d'une relation violente, ça dépend de tellement de choses. Il y en a, c'est l'éducation. Il y en a que c'est le manque d'amour personnel. Il y en a que c'est de l'idéalisation. Fait que je pense que ça dépend vraiment de... Mais je pense que dans tout ça, le point central, c'est quoi ta relation avec toi? C'est comment tu es capable de t'aimer. Quand tu as de la peine, es-tu capable de te faire un câlin et de dire « je t'aime ». Je m'aime, je t'aime, Ho'oponopono. Je t'aime, je m'aime, je me pardonne, je te pardonne. Est-ce qu'on a cette capacité-là d'aller se donner, de s'auto-suffire dans l'amour qu'on est capable de se donner? Est-ce qu'on est capable de se séduire pour ne pas avoir besoin de sentir qu'on a besoin de séduire quelqu'un pour sentir qu'on a une séduction en nous? C'est quoi notre relation envers nous-mêmes? Puis je pense que peu importe le type de relation violente, tout part de soi à soi. Parce que si on s'aime assez avec assez de force puis assez d'authenticité,
ben on se laisse pas berner là-dedans parce qu'on n'est pas justement dans un besoin de se faire voir, un besoin de se faire entendre parce qu'on s'auto-suffit. Est-ce que tu penses que la notion de respect, c'est un peu la base de tout ça? Je t'explique parce que moi, je me dis dans la vie, si tu veux que les gens te respectent, il faut que tu te respectes toi-même à la base, puis que tu n'acceptes pas, en fait, que les gens ne te respectent pas, que ce soit dans tes limites, dans la façon dont ils te parlent, dans... peu importe. Mais moi, j'ai l'impression que dans la vie, si on impose le respect, puis là, je dis pas d'imposer le respect par de l'agressivité ou quoi que ce soit, là, c'est pas ça, mais d'imposer le fait que moi, là, en tant qu'humaine, je n'accepte pas que tu me manques de respect de quelque façon que ce soit. Mm-hmm. À la base, si on part de là, totalement. Si on n'accepte pas ce qu'on ne doit pas accepter, ces personnes-là qui sont manipulatrices, qui veulent profiter, tu sais, tout ça, ils resteront pas. En tout cas, à mon idée, à moi, non, mais c'est parce que le problème, c'est que c'est facile à dire. C'est facile à dire « respecte-toi ». Hein, on se le fait dire. On est jeune, respecte-toi. Mais ça veut dire quoi pour certaines personnes, respecte-toi? Elle est où, toi, ta limite de ton respect? Parce que, tu sais, dire non, dis même, c'est facile de dire non, mais c'est pas facile de dire non, là. C'est tellement pas facile, tu sais, surtout quand tu as un besoin d'être entendu, un besoin d'être aimé, ou peu importe le besoin qu'on a besoin d'aller rechercher, là. C'est dur de dire non quand tu as l'impression que ça vient combler un besoin, quand ça vient rechercher cette détresse-là qu'on veut venir remplir. Fait que c'est bien beau de vouloir se respecter, mais si on n'identifie pas nous, pour moi, c'est quoi réellement me respecter? Oui, puis ça part de loin aussi, je pense. Tu sais, moi, j'ai eu, tu sais, probablement que mon éducation m'a amené à ça dans la vie. Puis je me souviens, à un moment donné, dans mon temps, on n'appelait pas ça de l'intimidation. On disait qu'on se faisait niaiser à l'école. Puis je me souviens, je suis pas vieille, là, je suis au primaire, je suis pas vieille. Puis là, je dis à la maison, tu sais, qu'il y en a qui me niaisent parce que moi, j'ai toujours été toutoune. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'au primaire, le monde me traitait de grosse, puis tout, tu sais. Puis mon père, c'est un homme de peu de mots. Puis il m'a juste dit, tu sais, Marilyn, ça fait pas des tapes sérieuses, ça se donne. Puis moi, ce message-là a fait en sorte que ça m'a solidifié dans « Hey, je peux me défendre ». Ouais. J'ai rarement donné des tapes à gueule, OK? Ouais, c'est pour ça que je trouve ça quand même, je suis comme... Non, mais on parle début des années 80, là. On n'est pas à la même place, OK? Mais le fait de savoir que je pouvais me défendre, c'est que je ne me laissais plus niaiser ou intimider, qu'on dirait aujourd'hui. Je n'acceptais plus ça. C'est ça, non, fait moi, que, c'était chanter, souris, puis genre, quand je me rebellais de quelque chose, c'est comme, mets ça de côté, souris, puis reviens-t'en, là. Fait que, tu sais, c'était tout le temps comme, sois gentil, puis, tu sais, d'un sens, c'est correct parce que j'ai aucune méchanceté en moi, là. Mais comme, tu sais, sois gentil, puis tiens-toi, puis comme, tu sais, devant les autres, sois poli, puis, tu sais, on fait notre part, puis, tu sais, moi, je serais quelqu'un qui fait beaucoup des compromis. Tu sais, moi, dans mon modèle d'éducation avec mon enfant, OK, on va faire des compromis. Tu sais, il y a ça qui est important pour moi, mais il y en a tel enjeu, ben, on va faire un compromis. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, dans notre modèle d'éducation, moi, j'ai pas été éduquée dans le genre, quelqu'un te fait chier de ta petite saïeule. Moi, c'était genre, je me suis fait intimider toute ma jeunesse. Je me faisais dire que j'avais des trop gros yeux puis que j'avais l'air de Nemo. Fait que, je me suis fait intimider sur mes yeux toute ma jeunesse. Ah, je te jure! OK. Toute ma jeunesse, je me suis fait dire que... Puis ça aussi, je pense que ça l'a joué en sorte que je me suis lancée dans des relations toxiques, que ce soit primaire jusqu'au quasiment fin de secondaire. Je me fais dire, t'es tellement laide, t'auras jamais de relation, t'auras jamais personne qui va t'aimer. Fait que moi, d'un sens, inconscient, embarqué dans les blessures qui est fait comme « Ah, mon Dieu, c'est pas vrai, finalement, c'est vrai que je peux être aimée. Fait que, je peux avoir qui je veux. » Tu sais, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais tu sais, dans mon cas, tu sais, je l'ai pas internalisé comme
que je devais avoir de l'agressivité ou de la violence. Non, mais je suis capable de... Oui, Moi, c'est ça. C'est genre, tu as le droit de te défendre. Tu as le Non, droit, puis je vais te soutenir. C'est surtout, ce que j'ai entendu, c'est, tu sais, dans le peu de mots qu'il a dit, dans ton moi, cœur ce que de j'ai fille. entendu, c'est que tu as le droit de te défendre, puis je vais te soutenir si tu te C'est défends. ça. Non, moi, c'était pas ça. Dans mon éducation, c'était plus, s'il arrive quelque chose, on en parle à la direction, puis quand que ça allait pas, vraiment pas bien, mais on me changeait d'école. Mhm. J'ai pas appris à me défendre, j'ai pas appris à avoir de la force. J'ai appris à avoir de la force dans d'autres types d'épreuves, mais pas envers les autres, puis au niveau des relations, puis ce que j'accepte qu'on me dise ou ce qu'on me dit pas. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, puis qu'on m'intimidait justement en me disant que j'étais dans mon lettre, puis j'aurais jamais personne qui m'aime, puis que tatati, mais moi, ça me faisait de la peine, puis je pleurais, là. Jamais je me suis défendue, jamais je me suis levée, puis je me suis dit comme ça va, tu sais, jamais. Jamais, 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 jamais je me suis levée puis contre l'intimidation que j'avais à l'école. Donc, arriver dans les relations amoureuses, j'avais pas la force d'aller là parce que ma force était créée ailleurs. Mais là, aujourd'hui, j'ai créé ma force aussi au niveau des relations, par exemple. Ben, tu sais, je pense que justement, c'était ça, tu sais, ça fait une différence, tu sais, comment on a appris à se défendre dans la vie, tu sais, dès la petite enfance, tu sais, moi, tu sais, j'ai pas de frères et sœurs non plus, fait que, tu sais, j'ai pas eu à dealer avec une fratrie, tu sais, fait que les problèmes sont arrivés quand j'étais arrivée à l'école, puis, tu sais, finalement, il n'a pas eu tant de problèmes parce que, justement, tu sais, c'était comme, oh, ouais, try me, tu sais. Même jamais osé aller là, ah non, 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 non. Moi, il y a une fois, quelqu'un m'a donné une claque en pleine face, puis j'ai broyé 3 jours de temps, là, parce que j'étais comme, oh mon Dieu, on me fait du mal. J'ai pas de malice, j'ai vraiment pas de malice. Tu sais, les fois que dans ma vie, j'ai été méchante, agressive, parce qu'on m'a. J'ai été à une place que je veux pas aller. Je suis pas ça. Fait que même là, c'est ça, dans mes relations, c'est ça que ça crée. Ça crée que je veux du bon, même dans une chicane. T'sais, oui, je vais me fâcher, mais genre, au final, je suis comme, qu'est-ce que je peux faire pour aider pareil? Ben, tu sais, je pense que c'est important d'apprendre à un moment donné, justement, à se faire respecter sans essayer de, tu sais, tout en respectant l'autre, tu sais, c'est ça qui arrive. Puis, tu sais, moi, le petit... Puis, tu sais, peut-être qu'il me l'a même pas dit comme ça, là, j'étais très jeune, là, j'avais 6 ans peut-être, tu sais. Mais moi, comment je l'ai pris, c'est comme ça, tu sais. Puis mon père, c'est un homme comme ça. Tu sais, c'est comme, si tu me fais pas chier, ça va bien aller, mais si tu me fais chier, ça se peut que ça soit difficile pour toi, tu sais. Fait que c'est sûr que j'ai été élevée aussi dans cette mentalité-là. Mais j'avais une mère extrêmement bienveillante. Tu sais, moi, il fallait que je sois polie, là. Tu sais, j'avais une éducation, c'était pas strict, mais tu sais, c'était ferme. Tu sais, il fallait que je sois une bonne petite fille, tout ça. Mais il fallait que personne me manque de respect, par exemple. Tu sais, il y avait comme cet équilibre-là, je pense, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai cette facilité-là. Puis, tu sais, cette facilité, c'est pas juste dans mes relations amoureuses que j'ai pu utiliser ces outils-là, mais aussi au travail. Tu sais, des fois, au travail, là, tu te fais faire des petites crossettes, là, puis... moi, je n'ai jamais accepté ça, tu sais. J'ai des idées en tête là, qui me sont arrivées, puis que, tu sais, je garde mon calme pendant que ça arrive, mais après ça, on t'a un tabarouette de meeting, puis recommence pas parce que t'aimeras pas ça, là, tu sais. Fait que c'est sûr que notre personnalité, ça fait une grosse différence, je pense, dans comment on va accueillir ces situations-là, puis comment on va s'en sortir. Tu sais, il y a une autre affaire aussi, là. Puis ça, j'ai réalisé ça en disant ça à mon chum, à mon fils la semaine passée. Puis, tu sais, je sais que ça par rapport à l'enfant, mais je pense la même chose par rapport au respect, là. J'ai dit, tu sais, mon chéri, j'ai dit, je te dis qu'il faut que tu agisses bien à l'école. Mais est-ce que tu sais comment faire? C'est facile que tu me dises qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. C'est facile que tu me dises, faut pas que je tape les amis, faut pas que je crie. Je mets toi dans ton corps quand ça arrive, ces moments-là, est-ce que tu sais comment faire? Il dit non, maman, c'est pas facile. Même chose avec le respect. C'est facile de dire ah, je vais me respecter, je n'accepte pas qu'on me parle ça, je n'accepte pas ci. Mais est-ce que tu sais comment faire pour sentir que tu te respectes? Tu sais-tu comment faire? As-tu des outils pour le faire? Parce que des fois, c'est beau de se dire on veut le faire. Mais quand on a déjà, mettons que c'est instinctif, que c'est déjà en nous le
je sais me défendre. OK, fine, c'est correct. Tu sais déjà te protéger. Mais quand ton être n'est pas dans la possibilité, dans sa vie, d'avoir développé ces capacités-là. Quand tu ne l'as pas appris, tout simplement. Comment tu veux mettre en place quelque chose que tu ne connais pas? Si tu n'as jamais senti que tu t'es fait respecter dans tes relations, tu ne peux pas du jour au lendemain dire « Ah, demain matin, je me fais respecter. » Mais oui, mais tu sais quoi? Parce que tu vas dire ça, mais là, c'est pas mieux parce que quand on rentre dans l'énergie de comme « OK, demain matin, je fais ça. » Ben là, on n'est plus dans le vouloir se respecter, on tombe dans la rébellion. Tu te respectes pas plus. T'es rendu que tu te rebelles. Fait que là, c'est la colère qui est en bas. C'est pas le respect. Fait que je pense que ces enjeux-là aussi de se dire OK, me respecter. Mais c'est quoi me respecter? Je fais ça comment dans mon quotidien? Je pense que ça, c'est une réponse qu'on trouve en dedans de nous parce qu'il n'y a pas personne qui a la même façon de faire pour se sentir respecté par soi-même. Non, puis on n'a pas les mêmes limites non plus. Nos limites sont différentes. Puis l'autre chose, je pense que si mettons, quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui disait hey, « moi, j'ai de la difficulté à mettre mes limites, à me faire respecter, disons. » Ben, je pense que cette personne-là, de se faire accompagner, d'avoir un accompagnement de quelqu'un qui est capable d'avoir une vue d'ensemble sur qu'est-ce qui se passe, puis d'être capable de pouvoir verbaliser ce que cette personne-là n'est pas capable de verbaliser. Je pense que ça pourrait vraiment aider la personne à pouvoir venir mettre ses limites. Parce que des fois, elle va vouloir mettre ses limites, mais elle ne sait même pas pourquoi qu'elle veut mettre ses limites. Il y a ça, mais il y a aussi le fait de genre, tu ne te sens pas réellement méritante. Tu sais, faut que je mette ma limite parce que je n'ai pas le choix. Mais toi, tu sens-tu que tu le mérites? Tu sens-tu que c'est ça là, que toi, tu mérites? Parce que souvent, c'est ça, on ne se sent pas méritant de se sentir respecté. Si on était, mettons, dans un cadre où est-ce que le manque de respect a été mis de l'avant, souvent, on va recevoir du respect, on va être genre tu me traites donc bien trop bien, tu dois être pas correct, finalement. Mais non, pas du tout. Ben, c'est que c'est de l'inconnu, fait que, tu sais, notre cerveau fait « Oh! » C'est pas que tu le mérites. Oui, puis ça peut partir de loin aussi, tu sais, ça peut partir de la dynamique familiale, tu sais, puis c'est pas nécessairement parce que les parents n'ont pas été des bons parents, là, je veux pas mettre la faute là-dessus, mais des fois, il y a une dynamique familiale qui fait en sorte que la personne n'est pas capable de mettre ses limites, elle n'a pas appris à les mettre, elle s'est toujours sentie, justement, peut-être de trop, de ci, de ça, fait que c'est une people pleaser, puis elle veut faire plaisir à tout le monde, puis que tout le monde soit heureux, puis que tout le monde soit content, mais pas capable de mettre ses propres limites puis de mettre ses besoins en priorité. Fait que, tu sais, c'est vraiment une dynamique qui, chez quelqu'un, mettons, comme moi, tu sais, qui voit quelqu'un comme ça, moi, je mets mes limites, je mets mes besoins en priorité, tu sais, mais je travaille fort, là, tu sais, je veux dire, je n'ai fait de la thérapie, là. N'ai fait de la thérapie, j'ai marché le chemin, mais il reste qu'une personne comme moi qui voit une personne comme ça, qui endure une relation toxique, par exemple, parce qu'elle n'est pas capable de mettre ses limites, elle n'est pas capable de mettre ses besoins en priorité, elle se fait pas respecter. Pour moi, c'est difficile puis c'est extrêmement confrontant parce que moi, je me dis « Hey, allô, mets tes limites, laisse-toi pas faire. » tu sais. Fait que c'est difficile pour moi de comprendre pourquoi cette personne-là, elle pose pas ces actions-là, par exemple, tu sais. Ben, tu sais, des fois, juste pour encourager la personne à changer de vague, c'est juste d'y rappeler sa valeur. Tu sais, d'y rappeler sa valeur. C'est beau y rappeler, mais il faut que la personne y croie. Tu sais, moi, là, justement, après ça, ben, j'en ai connu des gens qui ont eu la même affaire, puis tu sais, j'étais comme, je suis la bonne personne pour t'aider, je suis la bonne personne pour t'aider. Je m'en ai sortie pour aujourd'hui. Oui, j'ai des séquelles, mais je ne jugerai pas que mes séquelles sont très graves, mettons. Mais je leur ai donné des exercices avec des miroirs, avec des huiles à massage. Je leur ai donné des exercices de reconnexion avec, justement, des ateliers de connaître ta personne. Tu sais, ça te prend de quoi? Des exercices concrets, visuels qui peuvent t'aider. Fait que quand tu parles d'accompagnement, pour vrai, c'est une clé, l'accompagnement. Déjà, quand tu vas bien, avoir de l'accompagnement dans la vie, c'est vraiment merveilleux. Mais quand tu ne vas pas bien, ben, au moins. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Tu sais, aujourd'hui, je vais super bien.
j'ai encore de l'accompagnement. Encore, là. C'est pas fini, puis j'arrêterai jamais d'en avoir, là. De toute façon, moi, j'ai L'accompagnement, c'est l'impression, toujours utile. je n'ai déjà parlé avec ma sexologue, justement, parce que moi, j'ai de l'accompagnement avec une sexologue. Puis, à un moment donné, j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que tu penses qu'on peut vraiment guérir, tu sais, d'une blessure? Puis sa réponse m'a réconfortée parce qu'elle m'a dit, tu sais, Marilyn a dit, ça fait genre plus que 25 ans qu'elle suit des personnes, tu sais. Puis elle a dit, je pense pas qu'on peut guérir à 100%. Ça dit, mon expérience personnelle, là, elle dit, pour avoir suivi autant de personnes, elle dit, je pense pas qu'on peut guérir complètement. Mais elle dit, on peut tellement apprendre à vivre avec ces blessures-là, puis être capable de reconnaître les signes, de... Fait qu'elle dit, tu sais, elle dit, on peut bien vivre avec nos blessures, tu sais, même si on les guérit pas totalement, tu sais. Même là, il faut les connaître. Tu sais, Ouais. le shadow work, là, c'est ce qui est le plus efficace. Là. Si tu vas pas dans la part d'ombre, si tu comprends pas la part d'ombre, tu sais, le monde, il y a des gens qui me disent, ah, je veux pas faire la thérapie, je veux pas aller là. Ouais, mais tu te libéreras jamais de rien si tu vas pas là. Il faut aller dans ces parts d'ombre-là parce que c'est ce qui nous construit. Fait on peut pas reconnaître la lumière si on n'a pas compris ces parts-là, puis qu'on peut pas apprécier justement ces blessures-là. Ces blessures-là sont importantes. Notre ego, elle est là pour nous défendre. Elle a été forgée avec ces expériences-là. Fait qu'il faut pas que l'ego prenne toute la place, mais il faut quand même que l'ego aille du jus pour être capable d'avoir un bagage puis de vraiment te mettre en sécurité. Là. Fait qu'il faut. Oui. Puis je pense aussi que c'est parce que souvent, on a la vision, si je peux dire ça comme ça, si on n'a jamais fait de thérapie, par exemple, ou si on n'a jamais été accompagné, qu'il faut juste aller gratter ses bobos puis se broyer dans le nombril, tu sais. Moi, je vois ça complètement différemment parce que moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tu reconnais que tu as une blessure, que tu comprends d'où elle vient, elle disparaît pas, mais tu apprends à vivre avec. Fait que du moment où ce que tu sais que tu as une blessure, par exemple, d'abandon, de rejet, peu importe, n'importe, d'injustice, puis que tu sais d'où ça vient, c'est que quand quelque chose va venir réveiller cette blessure-là, parce que toute ta vie, tu vas avoir des situations qui vont venir réveiller tes blessures, OK? Ben, c'est que tu vas être plus à même de dealer avec, puis de dire, cette situation-là, là, ce n'est pas la situation de départ qui m'a fait une blessure de rejet ou d'abandon, tu sais. Parce que souvent, ce qui arrive, on n'est pas capable de gérer ce qui vient réveiller la blessure parce que tout ressort, tu sais. C'est comme si tout va plus bien, là, tu sais, jusqu'à la première fois où tu as été blessé. Tandis que quand tu le reconnais puis que tu le sais, tu es à même de faire la distinction entre les deux événements puis de plus le ressentir, parce que souvent les blessures vont venir de l'enfance, tu sais, de plus le ressentir comme un enfant, mais de le ressentir comme un adulte. C'est que quand tu comprends, tu vois le mécanisme en arrière aussi. Tu vois les mécanismes de défense, tu vois... Puis ça prend de l'écoute. On ne se cache pas, il faut que tu sois quand même à l'écoute. Ça prend quand même un petit travail d'analyse. Mais quand la blessure, elle se réveille, tu sais que tu as tel mécanisme de défense, fait que tu le vois venir, fait que tu es comme « Oh, OK, attends, wow, je sais, je m'en vais là. Excuse-moi, j'ai peut-être été là trop vite, je suis désolée. Ça m'appartient, c'est pas toi. » Mais tu sais, c'est important de faire ce travail-là parce qu'après ça, bien, on vient se protéger des autres situations, puis on est capable de se connaître assez, puis faire comme « Ah, OK, là, je vis ça, j'identifie ça à ça, je réagis comme ça, mais en réalité, le vrai besoin, je pense, c'était juste le fait que je me suis pas sentie écoutée. » Puis l'autre chose aussi, c'est que des fois, il va t'arriver dans une relation, une situation où est-ce que tu vas péter une note, là, tu sais, tu overreact. Ouais. Puis avec une coupe de respect et un peu de recul, tu fais comme « Oh, attends un peu, là, ça t'appartient pas tout. » M'excuse d'avoir pété une note. Ça t'appartient pas tout. C'est venu toucher une blessure qui est profonde pour moi. Fait que, tu sais, ça peut venir désamorcer bien des conflits, bien des choses, tu sais. Fait que, écoute, on pourrait en parler pendant 3 jours de temps. Je suis vraiment contente. Des blessures en fonction des relations, puis c'est sûr, ça va loin là, comme sujet, là, mais c'est quand même une base, je pense. Tu sais, quand on ne les comprend pas, ces blessures-là, on a plus de chances de tomber dans de la violence parce que justement, on ne se comprend pas.
Ben oui, absolument. Moi, je pense, après n'avoir vécu 2 back-à-back, fait que ça fait à peu près 7 ans de relation de même. Tu sais, là, j'ai parlé dans une qui a duré 2 ans, mais j'en ai un autre. Tu sais, le point commun de tout ça, là, c'est quoi? C'est que je voulais pas me comprendre. Je voulais pas voir. Il y a des choses que j'acceptais pas de voir. Il y avait des comportements que j'avais que j'étais comme, mais non! Genre, ça doit pas être vraiment ça. Puis j'ai été confrontée à le vivre à l'extrême avec quelqu'un, puis j'ai fait comme, OK, ouais, c'est bon, je le faisais. J'ai compris. Fait que, tu sais, je pense que notre incompréhension de soi, notre incompréhension de comment on fonctionne, parfois, ou notre refus d'accepter ce qu'on voit, c'est là qu'on va se mettre dans des situations comme ça, parce que la vie, elle dit « Ah ouais, tu veux pas voir? Ben parfait, man. Tu vas comprendre. » Puis là, après ça, on va essayer de fuir de la situation, puis là, la vie, elle va dire « Ah, t'as fui? Ben parfait! » On recommence! On recommence! Dis-moi que t'as compris! Pas compris! T'as pas compris? On recommence! Et voilà, jusqu'à temps que tu comprennes. Fait que, tu sais, j'en ai des amis qui m'ont dit, mais comment t'as fait pour vraiment faire en sorte? Parce que pour vrai, aujourd'hui, mes amis, ils regardent mon chum et ils disent comme, wow, t'as vraiment trouvé le partenaire parfait. Puis pour vrai, je peux pas trouver mieux. Puis il est merveilleux. Ils sont comme, mais j'aimerais ça, avoir ça. Je suis comme, ouais. Puis je te le souhaite. Mais t'as-tu compris ta leçon, toi? T'as-tu compris pourquoi t'es parti? T'as-tu compris ce que tu méritais? T'as-tu compris toi, là? T'sais, est-ce que tu continues à chercher un partenaire dans le désespoir de trouver quelqu'un? Ou tu laisses la vie t'offrir quelqu'un parce que tu n'en as plus de besoin? Parce que tant que tu vas continuer à chercher un partenaire dans le « j'ai besoin d'avoir quelqu'un, je veux quelqu'un », non. Tu vas continuer à attirer des personnes qui vont amener des problèmes. Mais dès qu'on se débarrasse justement du côté de « j'ai besoin d'un partenaire », tu n'as pas besoin d'un partenaire, tu as besoin de t'aimer. Puis une fois que tu t'aimes assez puis que tu n'as plus besoin, bien là, la vie a dit « parfait, là, tu as compris. Là, tu peux avoir ton gâteau. Là, tu vas avoir une belle vie. Là, tu peux le mériter. » Parce que tu as réellement compris puis tu as arrêté de fuir. Puis ça, c'est ce que moi, j'ai compris dans mon histoire. Arrête de fuir si tu veux avoir ce que tu mérites. C'est un beau mot de la fin, ça, Valérie. Je suis tellement contente que tu aies pu partager ton histoire avec nous. Puis s'il y a des auditeurs, des auditrices qui nous écoutent, puis qui vivent une situation comme ça, puis qui aimeraient être accompagnés, mais je pense que tu as marché le chemin, tu es une bonne personne pour accompagner ces gens-là. Fait que je vais mettre tes coordonnées dans la description de l'épisode. Fait que, écoute, on a eu une belle discussion, une belle jasette, puis j'espère qu'on va avoir l'occasion de rejaser ensemble de plein d'autres sujets. Quand tu veux, parce que d'après moi, on aurait pu déraper pas mal plus. Là, j'essayais de me dire, non, ramène, là, divers, pas violence psychologique, là. Lâche les traumas. Ouais, c'est ça. Psychologique. Donc, on pourra explorer divers sujets dans des prochains podcasts. Fait que je te remercie encore. Merci à toi de m'avoir accueilli. Merci à toi de m'avoir laissé le verbaliser. C'est sûr, j'aurais aimé ça, pouvoir vraiment mieux raconter mon histoire un peu plus vraiment comme un vrai timeline. Mais comme, il y en a trop. Mais c'est tellement pas grave parce que je suis certaine que tu nous as livré l'essence de ce que tu as vécu, puis qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître là-dedans, puis que ça va les faire cheminer. Fait que mission accomplie. C'est ce qui compte le plus. Tant que les violences silencieuses se taisent. Tant qu'on les entend. Si on peut entendre les violences silencieuses pour que les violences silencieuses arrêtent d'être silencieuses, ça va être déjà beaucoup. Parce que ça suffit de passer de la violence sur de la normalité. Il n'y a rien de normal de pleurer pour rien. Une relation heureuse, ça ne fait pas pleurer. Ça fait pleurer de joie, OK? Ça fait pleurer de rire, là, mais ça ne fait pas pleurer. Merci encore. Merci à toi. Passe une belle journée. Pareillement. Bye. Merci d'avoir partagé ce beau moment avec nous. Si tu as aimé cet épisode, laisse-moi un j'aime, abonne-toi et partage-le avec tes amis. Et pourquoi pas, laisse-moi un petit commentaire pour me laisser savoir que tu as écouté le podcast. Avant d'oublier, j'ai un petit cadeau pour toi. Utilise le code promo Connexion15 sur erosetcompagnie.com. Ça va te donner 15% de rabais pour t'offrir un jouet ou un produit coquin qui te fera vibrer au quotidien.
On se retrouve très bientôt pour un autre épisode pétillant et inspirant. D'ici là, honore ton corps, célèbre ton plaisir, puis laisse ta lumière orgasmique briller.